Sangye Shodan Soke Chonamla Danjubadu Dani Kepsuch Legi Shin Sogi Petsonam Ke Dola Benje Sangye Dupashu Sangye Shodan Soke Chonamla Danjubadu Dani Kepsuch Legi Shin Sogi Petsonam Ke Dola Benje Sangye Dupashu. Je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc, il manque beaucoup de gens. Hein? Il y en a qui sont allés voter, hein? Ouais. Il y a des gens qui sont allés voter. Donc, on les retrouvera peut-être derrière la caméra, sur l'Internet. Oui, j'ai amené ça. Vous l'avez? Oui? Qui c'est qui l'a? Oui. Donc, c'est recommandé. Hein? Il est bien intéressant. C'est un enseignement qui a été donné ici à l'Institut. Par Geshe Georges Dreyfus en 92. Il y a celui-là, oui. Je le connais pas. Oui, mais Nagarjuna, il parle surtout de... ça, c'est quoi? C'est Nagarjuna, c'est la Tsawa Sherab. Voyons, montre le titre. Oui, ça... Jean-Marc Vivensa, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un commentaire? Est-ce que c'est un texte racine? Nagarjuna, en général, c'est les... Hein? Un essai philosophique sur la pensée de la vacuité. En principe, donc c'est écrit Nagarjuna, mais on ne sait pas ce que c'est, si c'est un commentaire ou... Tu le connais? C'est un essai philosophique. Mais c'est sur une école particulière? Non, parce que c'est écrit Nagarjuna. Ouais. Sur la pensée de Nagarjuna. D'accord, parce que tu as dit sur la vacuité. Donc, si tu dis sur le traité du milieu, c'est différent. Ouais. Donc, sur le texte de Nagarjuna, qui est en fait un Nagarjuna qui a ouvert la voie sur de l'école Madhyamika. Hein? Donc, normalement, c'est la vue Madhyamika. Il fait allusion aux autres écoles, ok. Ouais, d'accord. Bon, c'est très bien, mais moi, je ne peux pas le recommander parce que je ne l'ai pas lu. Je ne peux pas vous dire. D'accord. On va continuer. On va continuer sur là où on en était resté hier, à peu près. Donc cette école des Vaibhashika, en fait, c'est une collection de au moins 18 écoles qui se sont en fait jamais reconnues comme Vaibhashika, qui ont été regroupées pour en fait pouvoir expliquer qui ont regroupé en fait des affirmations, des écoles qui disaient des choses similaires mais qui sont quand même diverses. Et donc quelques affirmations qui sont représentatives de ces groupes, qui ont été des notions, donc qui ont été combinées et que l'on retrouve ici. Donc en fait, ces écoles ne sont jamais reconnues comme Vaibhashika, comme faisant partie de la même école, mais c'était des écoles bouddhistes. Donc le fait de faire ça, d'amalgamer, de regrouper des assertions d'écoles différentes, c'est en fait une technique pour éviter la complexité. Ici, ce qu'on fait, vous l'avez vu, on survole en fait, on prend quelques notions de ces écoles et quelques affirmations, par exemple ici de l'école, ce qu'on appelle le Vaibhashika, et donc en fait on n'étudie pas en détail tout cela. Donc c'est une technique en fait pour éviter la complexité qui n'est pas nécessaire ici, parce qu'en fait ici ce qu'on veut faire c'est présenter la progression, l'ascension vers les systèmes qui sont considérés comme supérieurs, et particulièrement donc
la progression qui concerne la réalisation du non-soi et de la vacuité. Donc, on en était arrivé un peu. Je vais continuer à prendre quelques points qui me semblent importants ou qui ont peut-être pas été forcément clairs, ou pas qu'ils n'aient pas été clairs, mais peut-être qu'ils sont un peu plus compliqués. On en était arrivé, je pense, quand on parle des Vaibhashika et la définition des Vaibhashika, il y a 3 critères. C'est des philosophes bouddhistes du Hinayana qui n'admet pas l'autoperception et qui soutient l'existence réelle des objets extérieurs. Donc on avait parlé du fait qu'ils acceptent les particules indivisibles, et les moments aussi infinitésimaux de conscience, qui sont aussi indivisibles. Et donc on avait dit aussi, ils disent que les objets extérieurs existent réellement. Et on avait parlé aussi que la différence entre les philosophes, donc on peut faire une différence entre Mahayana et Hinayana, une différence au niveau de la pratique et au niveau de la philosophie. Donc, au niveau de la pratique, on avait dit c'est la motivation d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, c'est la motivation Mahayana, alors que dans le Hinayana, la motivation c'est de se libérer soi-même, d'atteindre la libération, le nirvana. Et aussi, la différence au niveau de la vue, la distinction au niveau de la vue. Donc, principalement, la différence, c'est qu'ils acceptent ou pas le non-soi des phénomènes. Donc, dans le Hinayana, on n'accepte pas, ils n'acceptent pas le non-soi des phénomènes. Alors là, il y a aussi une discussion qu'on n'a pas eue, mais qu'on pourra voir, c'est nous, qu'est-ce qu'on est, nous? On est où, en fait? On est des Mahayana, nous. Et on est des Madhyamika, des Prasangika. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a la bodhicitta? Ça suffit pas d'étudier, de porter par exemple une robe ou d'avoir. D'ailleurs, la robe, les vœux monastiques, ça se rapporte au Vinaya, qui se rapporte en fait à des écoles du Vaibhashika. Déjà. Donc, qu'est-ce qu'on est dans notre pratique, en fait? C'est pas juste un nom. Est-ce qu'on a vraiment la bodhicitta? Est-ce qu'on pratique vraiment? Est-ce que tout ce qu'on fait, c'est motivé par la bodhicitta? Et c'est là qu'on peut dire qu'on est Mahayana. Mais ça ne veut pas dire non plus parce qu'un bodhisattva a la bodhicitta et pratique vraiment au niveau du grand véhicule. Donc ça, il faut voir qui c'est qui a la bodhicitta, comme disait Geshe-la aussi. On ne sait jamais qui c'est qu'un bodhisattva, qui c'est qu'un Bouddha. Mais bon, si on est honnête avec nous-mêmes et qu'on regarde qu'est-ce qui nous anime, est-ce qu'on a dépassé le chérissement du soi? Est-ce qu'on l'a remplacé par le chérissement des autres? Est-ce qu'on a vraiment fait l'échange? Est-ce qu'on a vraiment on porte la responsabilité de libérer tous les êtres et qu'on va atteindre l'état d'éveil pour ça? C'est à ce moment-là qu'on est un Mahayana, une personne Mahayana. Et bon, même à supposer qu'une personne est un pratiquant du Mahayana, c'est possible qu'une telle personne détiennent des vues qui soient autres que des vues Mahayana. Donc cette personne pourrait avoir des vues au niveau de la philosophie, des vues qui sont inférieures, donc, ou des vues qui sont du Hinayana. Et le contraire. Donc un point là que je voulais faire, j'ai demandé avec Geshe-la parce que quelquefois au niveau du langage aussi c'est un peu délicat. Et donc ils disent qu'en dépendance du non-soi de la personne, on atteint la libération. Et donc ils ne parlent pas du non-soi des phénomènes. Mais ils disent quand même que les phénomènes sont... Ils disent pas que les phénomènes, par exemple ce crayon, il existe réellement. Ils parlent pas du non-soi
des phénomènes, du crayon par exemple, ils disent si c'est une base établie, ça veut dire que c'est un soi des phénomènes. Mais en même temps, ils disent que les phénomènes sont le non-soi de la personne. Donc textuellement, les phénomènes sont le non-soi de la personne. Et comment ils parlent du non-soi par rapport aux phénomènes? Ils disent que les phénomènes ne sont pas les objets de jouissance ou d'appropriation d'une personne qui existerait donc de façon autonome et substantielle. C'est-à-dire que dans ce sens-là, il parle du non-soi de la personne aussi au niveau des phénomènes, mais il ne parle pas du non-soi des phénomènes. Bon, dans la mesure où les phénomènes ne sont pas les objets de jouissance ou d'appropriation par une personne qui existerait de façon donc autonome et substantielle. C'est pas dans le texte, ouais, exact. Mais bon, je voulais l'ajouter parce que je trouve que c'est intéressant, parce que vous le trouvez dans les textes. Ce texte, en fait, il est très concis. Vous voyez, c'est un manuel. Aussi, une chose que je voulais dire, oui, ce manuel, c'est un manuel d'études du Drupta qui a été composé par Jetsun Chiki Gyaltsen, qui est le maître, qui est le maître de Seraj, qui est l'auteur de la plupart des manuels pour Seraj. Et alors, vous trouvez dans d'autres livres, dans d'autres explications de Drupta, par exemple, des explications qui sont... il y a plusieurs textes de Drupta. Il y a de nombreux textes qui exposent les systèmes philosophiques. Et bon, c'est pas là, mais vous les trouverez. On va vous envoyer les différents tableaux qui existent. Il y a des textes qui sont associés en fait à chacun des collèges monastiques dans la tradition Gelugpa. Ici, donc, on parle de Drupta tel qu'il est exposé par ce maître de Seraj. Et dans les différents... Donc, vous savez que dans la tradition Gelugpa, on a 3 sièges principaux monastiques qui sont Sera, Ganden, Drepung, c'est-à-dire 3 grands monastères donc, qui ont été reconstitués en Inde, qui existent au Tibet, qui existent toujours au Tibet, mais bon, qui sont plus ou moins contrôlés, et qui ont été reconstitués en Inde. Chacun a 2 collèges. Par exemple, à Sera, vous avez Seraj, Serame. Et de la même façon, à Ganden, il y a 2 collèges, et à Drepung, il y a 2 collèges. Et donc, chaque collège a des manuels un peu différents, et ont leurs propres auteurs, leurs propres maîtres de qui ils suivent les explications. De façon à ce qu'on peut trouver des explications un peu différentes. En général, c'est pareil, mais il y a quand même des différences dans les différents collèges. Donc, c'est intéressant. C'est assez intéressant parce que c'est intéressant parce que souvent, nous, quand on étudie un texte, on veut savoir, dites-moi ce que c'est, dites-moi qu'est-ce que ça veut dire, et on veut s'en tenir à quelque chose de final. Je parlais l'autre jour avec Tigui, elle est tuteur pour le programme Master Programme à Nalanda, et je lui disais, parce que j'ai travaillé un peu sur le texte qu'ils enseignent, et je lui disais, parce que bon, moi je faisais la traduction, et je lui disais, mais si on regarde d'un guichet à l'autre, les explications sur certains points sont différentes. On regarde guichet Tempel, guichet Jean Baguetto, ils disent pas la même chose. Et alors elle me disait, oui, et guichet Tempel, il dit encore autre chose. Et alors, et c'est ça qui garde aussi la tradition vivante, c'est qu'il y a toujours des points qui sont toujours débattus et discutés. Donc tout ça pour... ça ouvre l'esprit aussi. Ça veut dire que, par exemple, j'entends quelquefois Geshe-la dire, quand on lui demande son avis sur un certain point, il dit oui, mais moi je suis pas d'accord avec ça, parce que
bon, la façon dont ils sont éduqués dans les monastères, c'est qu'ils étudient, ils mémorisent tout, ils suivent les enseignements et ils débattent. Ils débattent les différents points. Donc quand ils débattent, il faut qu'ils observent aussi, eux, leurs croyances, etc. Et qu'ils échangent des arguments, etc. Donc tout ça pour dire, donc de quoi on se sert, qu'est-ce que c'est qu'on lit là, qu'est-ce que c'est qu'on étudie, plus précisément. Donc, ensuite, donc on a parlé que ça c'est une assertion des Vaibhashika, qu'ils considèrent les 3 temps comme des substances particulières, qui fait qu'en fait les 3 temps existent dans le présent. Et ils ont donné les raisons pour ça, c'était que parce qu'il y a une conscience qui appréhende le passé et le futur, par exemple si je pense au déjeuner que j'ai eu à midi, parce qu'il y a une conscience, alors l'objet existe. Donc parce qu'il y a une conscience qui pense à quelque chose, l'objet est présent. C'est ça qu'ils disent. Et de même dans le futur, en fait. C'est-à-dire que pour avoir une perception, il faut que l'objet soit là. Donc que ce soit une faculté sensorielle ou mentale. Et donc le karma passé existe au présent puisqu'il donne ses résultats. Toutes les bases établies existent, sont des substances. Alors là, ça j'ai plus... il a dit ça, Geshe-la, il n'a pas expliqué. Et en fait, je n'ai pas vraiment revu ce point-là, mais je me rappelle l'avoir lu dans ce livre-là. Toutes les bases établies, c'est-à-dire tout ce qui existe, sont des substances. Tous les existants sont des substances, mais n'existent pas substantiellement. Il a dit ça, je pense. Donc, ils sont des substances c'est-à-dire des substances spécifiques, qui sont comme un potentiel, comme une substance, mais ils n'existent pas substantiellement. Exister substantiellement, ça voudrait dire en fait exister. Non. Exister substantiellement, ça voudrait dire ultimement. Et donc, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas vraiment revu. Je suis désolée, je ne vais pas vous en parler. Parce que j'ai pas trop envie de passer le temps à lire ce qui est écrit ici. Mais c'est expliqué, je pense. Si vous avez ce livre, vous le trouverez à la page... je crois. À partir de la page 28, existence substantielle et existence nominale. Il dit ici, pour les Vaibhashika, tous les phénomènes existent réellement, ils sont établis substantiellement, mais ils n'ont pas nécessairement une existence substantielle. Ils sont établis substantiellement, ils ne sont pas simplement imputés sur d'autres phénomènes, ils ont dans leur propre substance, mais ils n'existent pas substantiellement, et ils n'existent pas forcément substantiellement. Donc, en fait, si vous lisez ici, c'est ça. Pour eux, existence substantielle, ça veut dire existence ultime. Et en fait, on a vu qu'est-ce qui est ultime. On a parlé de la vérité ultime et de la vérité conventionnelle. Les phénomènes n'existent pas substantiellement, sont établis substantiellement. Les phénomènes existant substantiellement sont les phénomènes de vérité ultime. Les autres phénomènes n'existent pas substantiellement puisqu'ils n'existent pas de manière ultime. Les phénomènes qu'est-ce qu'on a dit? Les phénomènes qui existent de façon ultime et les phénomènes qui existent pas de façon ultime chez les Vaibhashika. Alors, qu'on prenne Enza a un micro pour vous.
crois me souvenir que c'est quand on les défait, quand on les détruit, quand on les démonte en quelque sorte, Oui. ils n'existent plus. On peut plus, comme le vase cassé ne peut plus être un vase. C'était un peu plus compliqué que ça, non? Ça, c'est Ngenga, tu veux... Ouais. Ah, vas-y. Les vérités ultimes sont les phénomènes dont la perception ne cesse pas si le phénomène en question est détruit ou mentalement démantelé en ses parties individuelles. Voilà. Donc, le phénomène est détruit ou démantelé, est détruit physiquement ou démantelé mentalement, et la perception du phénomène disparaît. C'est ça. Toi, tu as dit le phénomène disparaît. Donc, dans la définition, donc on l'a vu, page 4. La définition de vérité conventionnelle, la vérité et la définition de vérité ultime. Tout phénomène dont la perception cesse, s'il est détruit ou mentalement démantelé en ses parties individuelles, est un phénomène conventionnel, comme un vase, un vêtement de laine, quelque chose que l'on peut séparer. Quand on sépare, par exemple, un vêtement de laine, on sépare tous les fils. Et donc, je voyais un vêtement de laine, mais la conscience qui appréhende le vêtement disparaît. Ça, c'est un phénomène conventionnel. Alors qu'une vérité ultime, c'est tout phénomène dont la perception ne cesse pas s'il est détruit ou mentalement démantelé en ses parties individuelles. Le phénomène disparaît aussi, mais je dis ce qu'il y a dans la définition. La définition, c'est pas ce que tu as dit, c'est... oui, le phénomène disparaît. Dans la définition, c'est le phénomène dont la perception cesse. C'est ça la définition. Peut-être qu'il y a une raison à dire ça dans la définition. Tu comprends? Oui, donc c'est ça le phénomène ultime. Le phénomène ultime, c'est la plus petite partie qui ne va pas se séparer et donc dont la conscience ne va pas cesser parce que, en fait... c'est ça, on a donné les exemples de vérité ultime, les particules sans partie directionnelle et les instants momentanés indivisibles de conscience, et les phénomènes non composés. Donc on a vu ça quand on a parlé les deux vérités. Définition des vérités conventionnelles, des vérités ultimes. Donc, ici, on dit les phénomènes existant substantiellement, ce sont les phénomènes de vérité ultime, c'est-à-dire les sous-particules et les moments de conscience infimes. Les autres phénomènes, tels que les vases, l'eau, etc., n'existent pas substantiellement puisqu'ils n'existent pas de manière ultime. Par contre, ils sont établis de façon substantielle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas imputés, juste imputés, mais ils existent, ils ont la substance qui est eux-mêmes, en fait. Donc ça Geshe-la en a parlé, mais ça a pas vraiment, il n'a pas vraiment expliqué. Mais en fait, ça veut dire ça. Ce sont des substances spécifiques. Les phénomènes sont leurs substances spécifiques, mais ils n'existent pas substantiellement parce que ici, exister substantiellement, ça veut dire exister ultimement. Et en fait, ce qui existe ultimement, les vérités ultimes, ce sont donc ces particules indivisibles et les moments de conscience indivisibles aussi. Pourquoi on utilise le même mot? Écoute, je ne sais pas. Ouais. Mais en tibétain aussi, je pense que c'est... ouais. Et donc, il y a juste une différence d'expression, mais on utilise le même mot. Alors, quand on a parlé le mode d'assertion des objets, on a dit quelque chose ici... dans ce qu'ils disent les Vaibhashika, c'est que qu'est-ce qu'il a dit? Les phénomènes efficients, mode d'assertion des objets,
La définition d'un phénomène efficient est ce qui est capable d'accomplir une fonction. Phénomène efficient, existant et objet de connaissance sont synonymes. Ça, c'est à la page 3. Hein. Donc, les phénomènes efficients sont ce qui est capable d'accomplir une fonction. Et ici, ils disent donc que ce qui est synonyme, un phénomène efficient est synonyme avec un existant et un objet de connaissance. Hein. Donc là, il y a une différence avec, qu'est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait dit avant? Emmanuel, tu t'en souviens? Donc, comment c'est différent d'avant, de ce qu'on avait vu? Parce que bon, je vous rappelle, on a déjà étudié, on a étudié un peu la vacuité lors du Lamrim, quand on a fait la vue supérieure. Et il y a des notions qu'on retrouve ici. Hein. Et donc, lors de... Oui, tu prends le micro, s'il te plaît. Lors de cet enseignement, on avait vu un peu quelle est la catégorie des phénomènes. Hein. Oui, ce qu'on avait vu, c'était que donc pour les Vibhasika, les phénomènes efficients, ça correspond à tous les phénomènes. Pour les Madhyamika, les phénomènes efficients, c'est seulement les phénomènes impermanents et ce n'est qu'un type de phénomène. Il y a aussi les phénomènes permanents qui ne sont pas compris dans les phénomènes efficients, pour les Madhyamika. Les phénomènes efficients, donc d'habitude, on dit que un phénomène efficient est un phénomène impermanent. Les phénomènes permanents ne sont pas efficients. Donc en fait, d'habitude, on dit qu'un phénomène efficient, c'est une sous-division des phénomènes. Hein. En principe, on dit les existants, les phénomènes, les existants, les objets de connaissance, les bases établies. Hein. Ça, c'est la catégorie la plus générale. Hein. Tout ce qui existe, en fait, est un objet de connaissance, hein, est un existant, un objet de connaissance, une base établie. Ça, c'est la catégorie la plus large. Et on la divise en deux. Donc, d'un côté, il y a les phénomènes impermanents et d'un côté, les phénomènes permanents. Et les phénomènes impermanents sont des phénomènes efficients, hein, sont des produits. Donc, il y a plusieurs types de phénomènes. Donc, normalement, les phénomènes efficients, c'est simplement les impermanents, hein, qui accomplissent une fonction. Les produits, il y a deux côtés dans ce qui existe. Hein. L'impermanence et la permanence. Donc, un phénomène permanent, par exemple, un phénomène permanent n'exerce pas de fonction, hein, n'est pas produit, hein, ne vient pas de cause et de condition. Donc, il est permanent. Et les phénomènes impermanents, ils sont produits par les causes et les conditions. Ils sont impermanents, ça veut dire qu'ils changent à chaque instant. Et ils sont efficients, ils accomplissent une fonction. C'est la catégorisation normale, habituelle, on pourrait dire, presque dans toutes les écoles bouddhistes. Même, je pense, les Sautrantika, on retrouvera ça. Ah. Donc, en général, c'est comme ça qu'on catégorise, hein, les phénomènes. Ici, vous voyez que les phénomènes efficients, donc tous les phénomènes sont efficients, y compris les phénomènes permanents. Hein. Et donc, Geshe-la a expliqué ça. Ici, les deux, les permanents et les impermanents, sont des phénomènes efficients. Ouais. Donc il y a des phénomènes efficients permanents et on a parlé de l'espace non composé et des cessations analytiques et la cessation non analytique. Donc juste pour prendre le premier, l'espace non composé, c'est le vide entre les choses. Et donc les Vibhasika disent, il a une fonction, il permet de voyager en avion, par exemple. Hein. Mais pour les autres écoles, en fait, les autres écoles diraient l'espace, c'est en fait le vide qui permet le déplacement, mais il ne crée pas le déplacement. Hein. Il disait que pour que ça soit efficient, il faut un facteur du côté de l'objet qui accomplisse la fonction. Hein. Et ici, c'est pas du côté de l'espace qui accomplit la fonction, hein, qui fait voler l'avion, mais il permet à l'avion de voler. Hein. Donc, la façon dont ils interprètent ça, c'est comme s'ils effectuaient une fonction. Hein.
Donc la même chose pour la cessation analytique et la cessation non analytique. Donc ils disent la cessation analytique, en fait, on pourrait dire c'est comme un espace aussi. La cessation, ça veut dire un état de libération, hein, un état de libération de certains obscurcissements, hein, qui est dû à la sagesse, produit en dépendance de la sagesse, qui neutralise en fait les perturbations. Donc la fonction, c'est de neutraliser les perturbations. Et donc ils disent la cessation neutralise les perturbations, mais en fait, pour expliquer comment une cessation est un phénomène efficient, hein, mais en fait, en général, on dit c'est pas la cessation qui neutralise les perturbations, c'est la sagesse, hein, c'est le calme mental et la vue supérieure, hein, donc l'équilibre méditatif qui va neutraliser, qui va faire ce boulot. Donc c'est leur interprétation. Alors, après, donc après on a vu les vérités, hein, la vérité conventionnelle et la vérité ultime. Ouais. Oui, vas-y. Oui, on a sauté les cessations non analytiques et moi j'ai un problème avec ça, j'ai pas bien compris ce qui a été défini. En plus, c'est pas du tout ce qu'il y a écrit dans le livre aussi de Georges Dreyfus, donc du coup. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu dans le livre ? Dans le livre, page 19, c'est écrit que les cessations non analytiques, c'est la cessation des réincarnations dans les domaines malheureux d'existence. Oui, ça c'est un exemple. Hein. La cessation des réincarnations dans les domaines malheureux d'existence. Lorsqu'on pratique le chemin, à un certain moment, on ne peut plus renaître dans les domaines infortunés. Ce qu'a dit Geshe-la, bon, si on regarde dans les textes, une cessation analytique, ça devient très compliqué. C'est un de ces points qui est assez compliqué. Donc, ce qu'a dit Geshe-la là-dessus, c'est des exemples, hein, tout ça. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est ça la cessation non analytique, tu comprends ? Hein? Non, ce que j'ai pas compris, c'est en fait la définition. Ce qu'on en a parlé. La définition, ce qu'a dit Geshe-la, si j'ai bien compris, et ce que je relis là dans mes notes, hein, cessation analytique, cessation non analytique, c'est un état qui ne s'appuie pas sur la sagesse. Donc c'est une cessation. Une cessation, ça veut dire quelque chose qui s'arrête, hein, quelque chose qui n'est pas. Hein, c'est un état de non-être, une cessation. Hein. Et c'est juste parce que les causes et les conditions ne sont pas réunies. Hein. Donc j'ai lu, là, par exemple, j'ai lu... Ouais, c'est sérieux. Ah, c'est les giboulées de Mars. Peut-être. On est à Mars, oui. Je lisais, là, j'ai un enseignement de mon maître sur Drupta, justement, mais c'est en anglais. Et il disait, un exemple de cessation non analytique, c'est le fait que, il disait, c'est le fait que mon esprit peut pas être dans votre esprit. C'est quelque chose qui n'est pas, en fait. Et pourquoi ? Parce que, donc on peut donner des tas. Geshe-la a dit, il n'a pas bu de thé parce que les conditions n'étaient pas réunies. Hein. Donc, juste parce que les causes et conditions ne sont pas là, hein, il a donné... C'est le facteur de non-production. Le facteur de non-production. Mais ici, donc, je pense que ce que ça veut dire, la cessation des réincarnations dans les domaines malheureux d'existence. Lorsqu'on pratique le chemin, à un certain moment, on ne peut plus renaître dans les domaines infortunés. Cette cessation qui est définitive n'est pas un résultat direct de la pratique du chemin, mais c'est un résultat indirect. C'est-à-dire, à un certain niveau, quand on est sur le sentier de la préparation, je crois, de l'accumulation, de la préparation, il y a un moment où on ne tombe plus dans les renaissances infortunées. Et ce n'est pas un résultat direct, mais c'est juste parce qu'on n'a plus les causes et conditions pour renaître dans ces états-là. Donc ça, c'est un exemple de cessation non analytique. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on parle d'un état de non-production, c'est ça ? C'est ce que tu as dit tout à l'heure.
Et pourtant, le mot cessation indique ça existait auparavant et ça a cessé. Quand on parle d'état de non-production, c'est que la chose ne peut pas exister. C'est pour ça que La je chose suis n'est gêné pas par les mots, en fait. Mais c'est-à-dire la chose ne peut plus être produite parce qu'il n'y a plus les conditions. Oui, mais quand on dit Et donc ça n'est pas un résultat d'une analyse. Ça n'est pas le résultat de la sagesse. C'est juste une production secondaire, on pourrait dire. Mais ça, je le comprends. Mais dans les exemples, par exemple, mon esprit ne peut pas être dans le vôtre. Il n'y a jamais été. Il n'y a pas de cessation. C'est une impossibilité, tout simplement. Oui, c'est non-production. Mais c'est une non-production. C'est pour ça que le mot cessation me gêne. Cessation implique qu'il y ait eu avant quelque chose qui existait et qui a cessé après. C'est le mot en fait qui me gêne. Là, je ne comprends pas. Oui, Gokpa, en fait, quand on dit Gokpa, oui, mais je ne sais pas si ça veut dire. C'est peut-être dans le mot. C'est quelque chose qui est et qui cesse. Ouais. Mais pas forcément, en fait. Hein? Pas forcément, ouais. Oui. Oui, prends le micro, s'il te plaît. Vas-y, ouais. Ça peut être peut-être l'exemple d'un individu qui, à force d'entraînement à la pratique de l'éthique, va parvenir à ne plus tomber dans les perturbations mentales parce qu'il aura un entraînement. Donc en fait là, il est dans une cessation qui va l'empêcher de renaître dans des royaumes inférieurs, mais il ne l'aura pas acquis par la compréhension de la non-existence en soi, enfin, par l'antidote complet. C'est en fait plutôt un entraînement à ne plus pratiquer des actions négatives. C'est-à-dire, oui, mais ça, je ne sais pas, oui. Mais bon, il y a certains facteurs qui font, par exemple, un certain état d'abandon, de perturbation manifeste, par exemple, qui fait que ce n'est pas vraiment abandonné par la sagesse, mais qui fait que les facteurs ne sont pas là. Les conditions ne sont pas là, donc ça ne se produit pas. Mais ça n'est pas un produit d'une sagesse analytique. Et donc, peut-être, ouais. Tout le reste, j'en sais rien. Tout le reste, c'est des cessations. Toutes les autres cessations, alors. Si tu dis tout le reste, ça veut dire tout. Oui. Quand tu dis tout le reste, il faut être précis au niveau du langage, parce que quand tu dis tout le reste, ça veut dire quoi? Le soleil, la lune. Ah oui. Merci, Alexis. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que il y a d'un côté toutes les cessations qui sont en lien avec la sagesse et toutes les autres cessations qui ne sont pas en lien avec la sagesse. Exact. Sont des non-analytiques. Non-analytiques, oui. Bon, il faut être précis au niveau du langage parce que ce que tu as dit, il y a les cessations analytiques et tout le reste, c'est des cessations non-analytiques. Ouais. Ok. Donc, il faut être précis quand on parle. Ouais. D'accord. Donc on a défini les deux vérités. Et donc, voyons. Alors, on va passer, juste pour revoir un petit peu, on n'a pas trop de temps. Oui, juste, on a parlé aussi le monde d'assertion du non-soi. Donc je veux y revenir un petit peu. On va y revenir, mais avant de revenir là, parce que je regarde le temps qu'on a, on n'a pas beaucoup de temps. On va revenir au monde d'assertion du non-soi à la page 5. Mais juste avant ça, je veux sauter un petit peu, parce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si c'était clair. Je dis ça parce que ce n'était pas très clair pour moi. Donc je ne sais pas si c'était clair pour vous. Quand on a parlé des terres et des chemins, un peu plus loin, et qu'on a parlé des deux types de voiles, les voiles des perturbations et les voiles ne relevant pas des perturbations. Donc ici on parle la présentation des terres et des chemins. Donc c'est les 5 terres, les cinq chemins, pardon, les 5 chemins. Donc les gens qui ont fait, Geshe-la avait fait un week-end ou deux sur Salam, les terres et les chemins. Il y a quelquefois des week-ends entre les sessions de Péba. Et ça, on pourrait peut-être lui demander de le refaire, les terres et les chemins. À moins que ça vienne plus tard, mais c'est quand même important. Donc le chemin de l'accumulation, de la préparation, de la vision, de la méditation et au-delà de l'apprentissage. Et comment
Donc il a expliqué ça. Et donc sur ces chemins, progressivement, on va abandonner chaque chemin à certains. En fait, à partir du sentier de la vision, on abandonne. Parce qu'au sentier de la vision, on réalise la vacuité directement. Et donc c'est à partir de là qu'on abandonne les obstacles ici à la libération. Les obstacles à la libération et les obstacles à la toute connaissance. Les obstacles qui sont éliminés graduellement. Et donc il y a des antidotes et il y a des objets d'abandon. Qu'est-ce qu'il faut abandonner? C'est de ça qu'on parle. Donc les voiles, les objets d'abandon, il y a les voiles des perturbations et les voiles ne relevant pas des perturbations. On ne parle pas de voile à la connaissance ici. Les voiles des perturbations empêchent principalement l'obtention de la libération. Et les voiles ne relevant pas des perturbations empêchent l'obtention de la toute connaissance. Donc, le principal objet d'abandon pour eux, c'est les voiles des perturbations. Et leurs graines. Je ne sais pas si ça a été dit, ça. Ça a été dit, parce que je ne l'avais pas noté, moi. Non, mais moi je parle dans mes notes. Là, c'est écrit, ouais, d'accord. Deuxième paragraphe, la personne. Ainsi que leurs graines, voilà. Les voiles des perturbations. Donc, pour arriver à la libération, il faut éliminer les voiles des perturbations, c'est-à-dire toutes les perturbations et leurs graines. Et les voiles ne relevant pas des perturbations, ce sont les empreintes de ces perturbations. C'est-à-dire des émotions perturbatrices et principalement de la saisie d'un soi. Quelquefois, donc Geshe-la a expliqué la différence entre les graines et les empreintes. Quelquefois, on dit l'empreinte, c'est comme l'odeur. Quelquefois, l'exemple, c'est dans un récipient, il y a eu de l'ail ou de l'oignon, et même quand on a enlevé l'ail ou l'oignon, il y a encore l'odeur. Et donc ici, c'est un peu pareil. Il y a encore des empreintes, il y a encore quelque chose qui reste, même si on a enlevé les perturbations et leurs graines, il reste quelque chose. Et alors, une chose qui est intéressante ici, que Geshe l'a pas expliqué, mais j'ai été lui demander. Il ne parle pas de voile à la connaissance, mais il parle quand même que ce deuxième type de voile est un obstacle à la toute connaissance, parce que il permet en fait l'abandon de ce deuxième type de voile, c'est-à-dire des empreintes, des voiles qui ne relèvent pas des perturbations. L'abandon de ce type de voile permet d'accéder à l'état de Bouddha. Mais ici, il ne parle pas de non-soi des phénomènes et ils ne disent pas qu'un Bouddha est omniscient. Ils ne parlent pas d'omniscience. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas d'obstacle, de voile à la connaissance. Parce qu'ils ne disent pas qu'un Bouddha est omniscient, mais ils parlent de toute connaissance. Puisqu'ils disent, ce n'est pas des obstacles à l'omniscience, c'est des obstacles à la toute connaissance. Et bon, j'ai vu ça quelque part, je ne sais plus où, mais bon, je vais vérifier avec Geshe-la. Là, il y a une différence entre l'omniscience et la toute connaissance. Eh bien, je vais le dire. La question, c'était, c'est quoi la toute connaissance? Quand on parle d'omniscience, en général, dans les écoles Mahayana, on dit qu'un Bouddha peut percevoir en un instant tout ce qui existe dans les trois temps. Donc, tous les phénomènes du passé, du présent et du futur. Le Bouddha connaît tout instantanément, à chaque instant. Et ça, c'est l'omniscience du Bouddha. Et donc, ce que ici ils entendent par la toute connaissance, ce que disent les Vaibhashika, ils disent qu'on peut attendre à la toute connaissance, mais ce n'est pas l'omniscience. Et la toute connaissance, c'est un Bouddha, s'il dirige, en dirigeant son esprit vers un objet, il peut le connaître. Mais c'est ça la différence.
ça ne veut pas dire qu'il connaît tout en même temps. Hein. Mais il peut connaître les choses s'il dirige son esprit vers ces choses-là. Hein. Et donc Geshe-la a ajouté une chose, quand je lui ai demandé, il a dit, il ne parle pas d'omniscience parce qu'ils disent les phénomènes, les existences sont en nombre incommensurable et donc c'est pas, on ne peut pas les limiter, on ne peut pas les connaître tous. Mais bon, en dirigeant son esprit, on peut les connaître. C'est ça la toute connaissance. Autant que d'après ce que j'ai lu. Hein. Voilà. Donc il y avait ça, ce point que je voulais faire. Et sinon, au niveau du non-soi, c'était clair? C'était clair pour vous au niveau du non-soi? En bref, il y a deux niveaux. Hein. On a 5 minutes, mais juste, il y a 2 niveaux. Hein. Il y a le niveau, donc, la personne donc permanente. C'est où ça? Le non-soi. Voilà, il y a 2. Alors, ici, hein, à la page 5, on dit que il y a une des écoles qui admettent le non-soi de la personne, hein, c'est-à-dire l'absence d'une personne qui serait permanente, unitaire et indépendante. Ils acceptent ça, mais ils n'acceptent pas l'autre niveau, l'absence d'une personne autonome et substantielle. Hein. Mais ça, c'est une exception. Hein, c'est une exception. Parce que toutes les autres écoles, en fait, chez les Vaibhashika, ils admettent les 2 niveaux. Le premier niveau est grossier, le deuxième est subtil. Et donc Geshe-la a bien fait ce point aussi. Quand on parle de réaliser le non-soi subtil de la personne, en fait, c'est quand on parle de réaliser le non-soi de la personne, on parle de ça, du non-soi subtil. C'est écrit quelque part ça. Le non-soi, non? Oui. Oui, c'est-à-dire réaliser le non-soi grossier ne vaut pas, hein, ça ne vaut pas comme réalisation du non-soi. Si on veut réaliser le non-soi, voilà. Pour réaliser le non-soi, il faut réaliser le non-soi subtil. Hein. Ça, il a dit. Il a dit que chez là. Non, il y a 2 choses qu'il faut savoir. Quand on parle du non-soi, et ça vous vous en souviendrez peut-être de quand on a étudié le Lamrim, hein, on parle de conception d'un soi ou de saisie du soi acquise et innée. Hein. Et en fait, quand on parle de libération et de se libérer des voiles et des perturbations, on parle de se libérer du niveau inné. Hein, des perturbations, donc de la saisie du soi. C'est ça qui compte. Et ici, dans ces 2 niveaux, le premier niveau, donc la personne qui existerait de façon permanente, unitaire et indépendante, hein, un tel soi, en fait, c'est considéré comme un acquis. C'est pas inné. Hein. C'est le deuxième qui est inné. Et donc c'est ça qu'il faut viser. Parce que pour réaliser le non-soi, c'est ça qu'il faut réaliser. Et donc, pour toutes les écoles, ça c'est des notions qui sont bonnes à savoir parce qu'il faut les garder jusqu'au bout. Hein. Donc, acquis, inné, ce qui est important, c'est de réaliser le non-soi subtil, donc d'éliminer la saisie innée. Et pour toutes les écoles au-dessus des Vaibhashika, hein, donc à partir d'ici, jusqu'en haut, sauf chez les Prasangika, le non-soi subtil de la personne, c'est l'absence d'existence d'une personne autonome et substantielle. Ce qu'on définit ici comme le non-soi subtil de la personne, c'est quelque chose qu'on va garder pour toutes les écoles, excepté les Prasangika. Ça, c'est le non-soi subtil. Hein. Pour les Madhyamika, c'est grossier. Non, pour les Prasangika, c'est grossier. Hein. Et pour les Svatantrika, je pense que c'est aussi subtil. Hein. Il n'y a que les Prasangika qui donnent autre chose. D'accord? On va rester là. Et là, d'accord, je vais vérifier ce que je viens de dire. J'ai un tableau. On a un tableau pour ça. Tu veux bien me donner ça, s'il te plaît? Peut-être c'est là. Voilà. Non-soi grossier et subtil. C'est des tableaux qu'on va vous envoyer, ça. Hein. Donc, le non-soi de la personne subtile, comme étant vide d'être autosuffisante et substantiellement existante. Hein. Ça, c'est pour les Prasangika, c'est grossier, mais pour toutes les autres écoles, c'est subtil. D'accord? Donc ça, c'est des notions qu'il faut bien enregistrer.
D'accord? Oui. Ouais. Pour eux, en fait, pour les Prasangika, la personne qui est vide d'existence véritable. Pour les Prasangika, tout est vide d'existence véritable. Les phénomènes et les personnes, ils ne font pas de différence. Hein. Donc, le niveau subtil, c'est ça. C'est l'absence d'existence véritable. Mais sinon, pour tous les autres, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. L'absence d'une existence d'une personne autonome et qui existerait substantiellement. Voilà. D'accord. Il est 4 heures. Oui. On est de l'école médiamika. Tout ce qu'on a étudié pour le Lorig, c'est exposé dans l'école Sutrantrika et ça sert de base pour toutes les autres écoles. Hein. Donc, on retrouve ce qu'on a étudié dans le Lorig, même chez les Prasangika, à quelques différences près. Hein. Il y a quelques différences, mais c'est minime. Donc, toutes les écoles prennent ça comme base pour l'explication de la conscience. Quelquefois, on étudie des textes qui sont, on peut très bien étudier des textes qui sont Shitamatra ou qui sont Svatantrika. Quelquefois, on étudie des textes qui ne sont pas forcément Prasangika, qui sont donnés, qui sont des commentaires qui sont faits d'un point de vue différent. C'est possible. Parce qu'aussi, c'est pas parce que les Prasangika c'est la meilleure vue qu'on va tous adhérer à une vue Prasangika en fonction de nous, où on en est. Hein. Qu'est-ce qui va nous faire avancer exactement? Qu'est-ce qui correspond vraiment à notre niveau? Vous comprenez? Les autres écoles, non, chacune dit qu'elle est la meilleure. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier. Chacune dit que c'est la voie du milieu. Hein. Bon, aussi, il faut voir historiquement. À l'époque où il y avait cette école Vaibhashika, par exemple, il n'était pas question d'autres écoles. Hein. Merci.